Dans le dev, on fait finalement beaucoup d'assemblage de blocs. Cela s'apparente souvent à un jeu de Lego, plus ou moins stable selon les cas. Et s'il ne viendrait pas à l'idée de construire une maison en Lego, aujourd'hui cette approche par bloc a du sens et permet la création d'outils informatiques impressionnants. Mais alors, jusqu'où la construction peut-elle s'informatiser? Quelles méthodes pouvons-nous passer d'un métier à l'autre? Et surtout, les immeubles de demain seront-ils tous dessinés par une IA? Pour répondre à ces questions de dessin, je ne reçois pas Le Corbusier, mais elle s'y connaît en plan. Coraline, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Coraline, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Très très bien, je suis ravie d'être comparée au Corbusier, ça me met en joie, donc c'est super. Je m'appelle Coraline, je suis la CTO d'une boîte de Contech, donc Construction et Technologie, que j'ai cofondée en 2018. Et donc par ce biais, je suis la fière créatrice de Tessa, une plateforme web qui automatise la conception de bâtiments et de projets de construction modulaire. Ça fait aussi plus de 10 ans que je vis à Londres et je suis partie là-bas pour faire un master de spécialisation en CFD, qui veut dire Computational Fluid Dynamics. Et donc, mon background n'est pas dev, je suis entrée dans le milieu de la construction en tant qu'ingénieur en mécanique des fluides, donc pour étudier la performance des bâtiments, des choses comme ça. Et c'est en passant plusieurs années à apprendre ce que c'était que la construction, cette industrie, que j'ai eu l'idée de Tessa. Et c'est par le biais de Tessa et de ce projet de plateforme web que je me suis complètement immergée dans la tech et que je suis entrée dans la tech, donc à la création du projet il y a maintenant 5-6 ans. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a eu une espèce de calling, d'appel interne, de dire il faut informatiser un peu plus ce métier-là. Tu vois, qu'est-ce que tu te dis que j'ai eu envie, mais tu vois, c'était quoi le... Alors déjà, c'est pas moi toute seule. C'est pas moi tout seul. J'ai quand même des collaborateurs et toute une équipe derrière. Oui, parce que donc si tu veux, on pourra parler des méthodes de la construction traditionnelle pour qu'on se rende compte des problèmes qui existent. Mais c'est vraiment très frustrant en tant qu'ingénieur en CFD. Donc, ce que je faisais, c'était des simulations d'écoulement fluidique. Donc, que par exemple, très concret, une simulation de feu, de savoir où est-ce que la fumée va aller dans un bâtiment. Comment est-ce qu'il faut conceptualiser le système de ventilation pour que tous les occupants du bâtiment puissent... s'échapper en sécurité et que très concrètement personne ne meurt. Donc ça c'est un exemple. Il y a aussi tout ce qui est bien-être, confort et des habitants, des occupants du bâtiment. Donc que ça soit l'étude de vent pour la structure des tours ou au pied pour que les gens puissent marcher et qu'il n'y ait pas de... Donc c'est que des choses vraiment d'optimisation pour créer des bâtiments qui sont plus performants, qui sont mieux conçus, qui sont plus éco-friendly aussi. Et donc on pourrait se dire que ça, on a besoin de ce type d'ingénierie-là très en amont de la conception pour qu'on puisse construire ensemble. Mais en fait, en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe parce qu'en pratique, ma spécialisation coûte quand même assez cher. Mon ancienne spécialisation coûte assez cher et on demandait mes services uniquement que quand le bâtiment, il y avait des fondations qui étaient déjà creusées
et que les autorités disaient aux promoteurs immobiliers, si vous ne faites pas cette étude-là, votre permis de conduire, vos permis de construire, on vous le retire et vous n'avez pas le droit de finir la construction. Donc c'est beaucoup trop tard, et la plupart du temps, je faisais des études et je disais, là, il faudrait changer le design et faire ces choses. Les architectes me disaient, non, c'est pas possible, puisque le permis, il a été dit comme ça tu peux pas toucher, ça tu peux pas toucher. Et en fait, tout est comme ça dans la construction. C'est vraiment extrêmement frustrant de se rendre compte que toutes les données sont là, que tous les outils sont là, c'est possible de les utiliser, mais qu'on n'utilise pas les processus et les technologies disponibles pour pouvoir améliorer la conception de bâtiments. Et c'est quand même un problème social qui est très très fort. Et du coup, ça entraîne des surcoûts sur les chantiers, ou pour toi, il y a même carrément parfois des projets qui sont sortis de terre alors que c'est pas du tout safe, et que tu vois qu'il y a des vrais problèmes que tu as décelés, et on s'est dit, au final, ça reste une marge acceptable. Si on regarde en Angleterre, les Grenfell Tower et les choses comme ça, c'est quand même des tragédies, mais ça, c'est très très compliqué. Je vais pas m'aventurer je suis pas du tout à un niveau capable de pouvoir rendre une opinion, une expertise sur ce genre de projet-là. Donc non, il y a quand même des normes de sécurité qui sont de plus en plus poussées, qui sont là pour une raison et qui sont respectées. Mais c'est plus une question de mentalité et une question de... il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'appétence technologique dans la construction. J'ai oublié ta question. C'était si, du coup, cette approche un peu trop tardive à ton métier, cet appel un peu trop tardif à ton métier, avait une implication plutôt financière, et du coup... Oui, oui, tout à fait. L'application financière, absolument. Est-ce que ça t'intéresserait que j'explique un peu comment ça fonctionne, la conception d'un projet, pour essayer de comprendre ces mécanismes-là ? Si ça peut nous aider à comprendre après comment est-ce que fonctionne ça, oui, carrément. Ok. Alors déjà, moi, je bosse au Royaume-Uni. Donc, ce que je vais dire, c'est très appliqué au Royaume-Uni. D'après ce que j'ai pu comprendre, les quelques décisions que j'ai eues, c'est très similaire à la France. Mais il y a peut-être... et je vais faire des grandes lignes et je vais faire des raccourcis, mais bon, on s'en fiche, il n'y a pas un problème. Donc, dans un projet de construction assez important, on a 2 phases. On a la conception et la construction. Donc, la conception, c'est quand on est sur le papier, quand on dessine. Voilà. La construction, c'est quand on fait des trous dans le sol. Tessa et mon domaine d'application étaient vraiment sur la conception, pas sur la construction. Donc, la conception, elle est aussi divisée en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de trouver un terrain. Donc, il va y avoir des promoteurs immobiliers ou des entreprises générales ou des gens qui ont plusieurs terrains différents. Et il va falloir que eux, avec leurs outils à eux, donc analysent tous ces différents terrains et se rendent compte desquels ont le plus de potentiel. Et donc, après, achètent ce terrain-là. Une fois qu'il est acheté, on va avoir une étude de faisabilité. Donc, ça va être sur les spécificités de ce terrain-là et la localisation de ce terrain-là, mais toujours avec les outils à disposition, qu'est-ce qu'on peut faire. Après, il va y avoir une conception préliminaire et l'élaboration du programme. Donc ça, encore une fois, on va pousser un peu plus le détail. Après, on va passer à l'obtention de permis, donc est quand même assez... On est toujours sur un truc qui est assez light au niveau conception, mais on obtient les permis assez tôt dans le cycle. Et après, on a la conception détaillée jusqu'au point d'avoir des dessins techniques qui sont comme la réalité, pour que le constructeur puisse prendre ces dessins-là et construire ce qui a été designé. Je pensais vraiment que la partie... de ce que tu sembles dire, quand on fait la demande de permis, il y a un projet très vague, en fait. Très vague. On ne sait même pas si c'est un immeuble de 12 étages ou 15 étages. Si. Alors, quand je dis très vague, moi je suis ingénieur, je ne suis pas architecte. Donc, je vais peut-être énerver des architectes s'ils écoutent. Je ne sais pas. Il y a peu de chance. C'est pas grave. Oui, il y a très peu d'éléments de design dans le bâtiment, mais d'un point de vue ingénierie. Donc, tout ce qui est aspect visualisation 3D, tout ce qui est aspect comment est-ce que le bâtiment
va intégrer dans son environnement. Donc, quand on est dans la rue, quelle tête il va avoir, l'impact de ce nouveau bâtiment sur les autres bâtiments qui sont autour, tout ça, c'est très poussé. La façade, la couleur de la façade, la position des fenêtres, tout ça, ça ne change plus à partir du moment où on a le permis, parce que c'est l'impact visuel qu'a l'immeuble sur son environnement. Mais par contre, quand on obtient un permis, tout ce qui est, par exemple, structure du bâtiment, tout ce qui est ce qu'on dit MEP en Angleterre, donc c'est Mechanical, Electrical, Plumbing, donc tout ce qui est ventilation, tout ce qui est Electrical Room, toute la technicité, toute l'ingénierie n'est pas forcément finalisée, voire pas du tout finalisée. Et donc, en fait, c'est d'un point de vue visuel, il est là, d'un point de vue architecte, il est là, mais il y a énormément de détails du design qui n'ont pas été résolus. Et donc, le permis qui est attribué sur certains projets de construction, on n'est même pas sûr qu'il soit constructible en vrai. Donc, tout le problème est là, c'est que quand on est au niveau recherche de terrain, et le promoteur immobilier va utiliser une feuille de calcul Excel avec un taux par mètre carré multiplié par la surface du terrain et doigt mouillé. Ça va lui permettre de dire est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable. Une fois qu'il a été acheté, il va peut-être demander à plusieurs cabinets d'architectes de faire des études de faisabilité. Donc, c'est vraiment d'un point de vue massing, donc le volumétrique du bâtiment, la tête qu'il aura, la taille, d'un point de vue législation locale, etc. Et généralement, l'architecte va faire 2-3 solutions différentes, va proposer 2-3 solutions différentes. Mais il n'y a pas du tout d'ingénierie qui va être inclus dans le projet-là. L'architecte ne va pas forcément être payé non plus, parce que c'est son moyen de bid et de gagner des projets, donc gagner des sous après. Donc ça, c'est l'étude de faisabilité. Une fois qu'il y a une option qui a été sélectionnée et que l'architecte a été sélectionné aussi, c'est là qu'on va commencer à mettre en forme toute une équipe d'ingénierie, toute l'équipe de conceptualisation, donc tous les ingénieurs, les économistes, etc. Mais le coût de construction établi au moment de l'étude de faisabilité, en tout cas en Angleterre c'est comme ça, c'est ça qui forme la base du budget de construction au final. Donc en gros, pour pouvoir gagner des projets, on va proposer un budget qui va être le plus avantageux possible pour pouvoir gagner le projet. Mais après, il va falloir l'exécuter. Donc, tous les problèmes qu'on va trouver au niveau du site, au niveau, s'il y a, je sais pas, s'il y a de la tuyauterie, des câbles dans le sol, s'il y a un arbre qui est protégé sur le terrain et qu'on ne peut pas enlever, tout ce genre de problèmes-là, il va falloir trouver des économies ailleurs pour pouvoir pallier ce sujet-là. C'est pour ça que les projets de construction ne sont jamais en budget et que ça coûte toujours beaucoup plus cher. C'est marrant parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit dans le monde du dev, où en fait, en général, on vend aux clients ou aux demandeurs un visuel. On lui dit, voilà à quoi va ressembler ton outil. Bien sûr. Puis après, tout le reste, une fois que c'est vendu, on dit c'est bon. Et après, on s'intéresse au choix de la techno, à comment on met et puis c'est une notion de sécurité, ce genre de choses, quoi. Exactement, donc, quand on fait un prototype à fidélité et qu'on propose au client et qu'il dit non, mais moi je veux le bouton là, tu me dis ok, très bien. Et puis parfois, effectivement, en commençant à dev, on découvre un truc où effectivement, en fait, il y a une tel type de données en fait qui est hyper spécifique et du coup, ça va prendre plus de temps. Et donc, il faut effectivement couper les trucs de l'autre côté pour... Ouais, effectivement, c'est une très bonne image. Et c'est marrant parce qu'il y a énormément de vocabulaire qui est aussi, notamment en anglais. Par exemple, un promoteur immobilier en anglais, ça s'appelle un développeur. Donc, mes ingés sont aussi des développeurs. La conception, c'est le design. Donc, il y a le design de l'UI, il y a le UX/UI design, il y a le design du bâtiment, ce que font les architectes. Il y a énormément de... Et c'est intéressant. En français, dans les projets, on a la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Ouais. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est grosso modo, c'est ceux qui te donnent les grandes fonctionnalités de ce qu'ils veulent que ça fasse. Et la maîtrise d'œuvre, c'est l'ensemble des devs qui vont réaliser le projet. D'accord. Donc, on retrouve aussi, tu vois, des terminologies du monde du BTP. C'est marrant pour deux industries qui sont si loin d'avoir autant de parallèles. Mais je dirais que la grande différence, c'est que, peut-être pas d'un point de vue client, mais d'un point de vue dev, le concept d'agilité est quand même...
quand tu parles du dev, tu parles d'agilité, tout le monde connaît ça. Donc tout le monde, il y a une espèce d'accord tacite de quand tu présentes un UI et que tu n'as même pas commencé à chercher le problème, ça va peut-être être un peu différent. Alors qu'en construction, non. C'est moins possible. Ouais. C'est pas naturel de se dire, on va chercher un truc, ça marche pas, on va aller dans une autre direction. Enfin, c'est moins... Ouais. Alors, le concept d'agilité est certes compris, mais ce qu'il est accepté, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, très vite, tes clients te disent « c'est cool, vous êtes en agile, on adore ». Et puis quand on leur dit « là, en fait, on a un sprint entier, on est dans une direction où ça marchait pas, il faut en faire un autre », ils te disent « non, en fait, moi, j'ai dépensé de l'argent, je veux quelque chose derrière. » quoi. C'est vrai que moi, j'ai quand même... je comprends tout à fait. Moi, j'ai un peu de chance parce que tout est in-house et c'est une start-up qu'on a commencé. Donc, c'est... si un sprint en devient 3, c'est mon problème, et mon problème uniquement. Donc, bon. Alors, donc, du coup, tu nous as donc bien expliqué cette phase de différents projets. Tessa intervient sur quelle phase de ce projet ? Alors, Tessa intervient vraiment au tout début de la conception. Donc, tout ce qui est sur l'étude de différents terrains, l'étude de faisabilité et un peu de la conception préliminaire. Et ce qu'on veut faire, c'est aller jusqu'à l'obtention de permis, de faciliter, d'automatiser l'obtention de permis. C'est impossible au niveau des processus actuels d'automatiser l'obtention du permis, mais de donner tous les éléments nécessaires pour obtenir l'obtention du permis, en sachant que nous, certes, en fait, c'est toujours, dans le modèle de la construction, il y a toujours une tension entre l'innovation et les processus traditionnels. Donc Tessa se veut être une application, une plateforme très innovante qui va changer le workflow traditionnel, mais pour qu'on puisse entrer dans le marché et pour qu'on puisse être adopté par les acteurs du domaine de la construction, il faut qu'ils puissent, leur mental model, il faut qu'ils puissent comprendre de quoi on parle, il faut qu'ils puissent situer dans leur workflow actuel où est-ce qu'ils peuvent positionner Tessa, comment est-ce que ça va leur ajouter de la valeur. Et donc du coup, il y a une tension permanente entre « mais ça, c'est pas logique de faire ça comme ça, il va falloir qu'on le change », et en même temps de dire, une fois qu'on l'a changé, de dire les gens sont là, je comprends pas. Ça rentre pas dans mes cases, ça rentre pas dans mon truc, je sais pas où est-ce que je peux l'utiliser, et du coup il faut beaucoup de conversation, il faut beaucoup d'éducation. Donc je parle de ça parce que donc ça remplit à l'étude de faisabilité, mais on va beaucoup plus loin qu'une étude de faisabilité traditionnelle, dans le sens où vu qu'à la base Tessa se base sur un produit physique, donc ce que j'appelle construction modulaire, c'est des modules, des boîtes qu'on répète pour créer des appartements et pour créer après des bâtiments. Donc on a une quantité de données à la base fixe et qu'on connaît déjà avant même de sélectionner un terrain, avant même de sélectionner un projet. Et donc tout l'aspect donc ce que je disais avant, quand on a un permis, on n'a pas du tout d'ingénierie. Nous, si, on en a énormément, et on a énormément de certitudes sur la constructabilité. Est-ce que c'est un mot ? Je ne sais pas. Mais on comprend. Voilà. Bon. Des solutions que Tessa offre. Et ça, c'est certes, on va automatiser l'étude de faisabilité qui normalement est un process itératif qui dure plusieurs mois. Nous, ça prend plusieurs minutes, 10-20 minutes maximum. Mais on donne aussi beaucoup plus d'informations, on va beaucoup plus loin qu'une étude de faisabilité classique. Tu m'as donné effectivement une licence et du coup j'ai pu jouer un peu avec Tessa. Alors, ouais, c'est pas mon métier, j'ai pas été formé à l'outil, donc je pense pas avoir fait des choses très, très carrées. Mais c'est vrai que j'ai été impressionné de voir que en fait, je dessinais la forme de mon terrain sur une carte et ça me faisait une proposition de différents formats d'immeubles que je pouvais après choisir la quantité de différents trucs. Alors j'imagine qu'on peut faire plus de choses que ce que moi j'ai essayé de faire. Mais ma question du coup c'était, dans un premier temps, effectivement cette approche modulaire, de construction modulaire que vous avez, est-ce que tu penses que c'est un prérequis pour pouvoir automatiser ce genre de solution, et qu'en fait si c'était qu'est-ce que je peux faire comme immeuble sur ce terrain-là, en fait le champ des possibles est tellement vaste que tu peux pas l'informatiser, quoi. Et c'est là où on rentre. Déjà, merci, c'est gentil. C'est vrai que nos utilisateurs sont pas du tout tech savvy, et donc du coup, on a fait ça pour que ça soit très utilisable. Donc, super. Oui, c'est le nœud du problème. C'est la différence entre construction modulaire et construction traditionnelle, ou construction traditionnelle, comme tu dis, le champ de le champ de conception, donc le champ du possible est infini.
Et il y a énormément d'outils compétiteurs à Tesa, donc d'outils de Generative Design, qui sont axés sur construction traditionnelle, donc qui ne reposent pas sur un produit modulaire, qui ne reposent pas sur une solution de construction accréditée et prouvée. Et qui fonctionnent très bien d'ailleurs et qui ont beaucoup de succès. Le problème, c'est que, certes, ils vont faciliter l'étude de faisabilité, donc ça va être plus rapide, mais ils n'ont pas l'aspect données supérieures et donc du coup plus de certitude. Et donc, le coût de construction, il est beaucoup plus correct et il est beaucoup plus précis que dans une solution traditionnelle. Ça reste de l'étude de faisabilité traditionnelle. Donc, on a un gain de temps qui est immense et on a une appréciation du champ des possibles qui est beaucoup plus vaste que si c'était un type avec un dessin, papier-crayon, parce que ça, je l'ai vu. Mais il n'y a pas cet aspect, à l'étude de faisabilité, je te propose 10 options, et ces 10 options-là, elles sont constructibles. Le coût que je te donne avec, il est aussi précis que possible. Je te calcule aussi l'empreinte carbone de ton bâtiment qui va avec. Donc, si tu veux faire un truc qui est un peu plus éco-responsable, tu sais quelle option choisir. Et avec toutes ces données-là, ça, c'est possible uniquement que si on a un produit physique donc fini derrière. Et aussi, l'intérêt, c'est d'un point de vue algorithmique, le fait de contraindre un problème, ça va aider à ce qu'il converge plus rapidement. Ouais. Donc, d'un point de vue performance, le fait qu'on ait commencé... donc, l'organisation GitHub a été créée en 2021, mi-2021, et on a lancé commercialement la première version de Tesa en mars 2023. Donc, c'est quand même très, très court. Et ça, c'est possible parce qu'on a un produit physique derrière. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, vous avez uniquement codé la solution sans rien mettre sur le marché? Non. Ok. Non. Parce que ce que je trouve aussi surprenant, alors moi je suis pas... c'est même pire que ça, on n'avait pas de front jusqu'à septembre 2022. Ok. Donc vous étiez vraiment on était sur Storybook sous les radars, quoi. On était on était sur on avait un back, on était sur Storybook. Donc il y a 3 grosses parties de l'application, il y a le back, le front et la partie algorithmique. La partie algorithmique, on le fait sur Three.js. Vu qu'on est sur du 3D. On utilise Storybook pour tester nos algorithmes. Notre front, c'était que Storybook. Et le front en React, on l'a créé sur le tard parce que, pour plusieurs problèmes, c'est pas ce que j'aurais souhaité faire. Il y a eu des petits problèmes de recrutement qui ont fait que, voilà, c'était un peu plus tard que prévu, c'était un peu chaud. Mais ouais, c'est venu sur le tard, le front. Ce que je trouve aussi surprenant, donc j'entends que la construction modulaire te permet de réduire le problème, entre guillemets. De contraindre le problème. De contraindre le problème et du coup de plus facilement le résoudre. Mais parce que dans le monde du BTP, il y a quand même aussi un nombre de restrictions et de lois et de choses que tu peux faire et que tu ne peux pas faire et d'autres que tu dois faire dans ce que tu construis. Comment est-ce que vous avez fait pour intégrer toutes ces règles dans votre outil, mais surtout pour pouvoir les mettre à jour, parce que j'imagine que ça, même si on peut imaginer que c'est un monde qui bouge pas beaucoup, j'imagine que chaque année, il y a des nouvelles réglementations. Oui, chaque année, et c'est en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir pas qu'une équipe d'ingénieurs, mais d'avoir aussi une équipe de ce que nous on appelle des SMI, Subject Matter Expert, donc des experts dans leur sujet. Donc dans ma boîte, il y a des architectes, il y a des économistes, je crois qu'on dit ça comme ça, des gens qui s'occupent des budgets et des coûts. On a des gens qui développent le produit physique, on a des gens qui sont spécialistes des fournisseurs, des procédés de construction et de choses comme ça. Et en fait, tout le but des premières années de conception de Tesa, donc avant même qu'on ait du code, c'était d'extraire le savoir de ces gens-là, d'extraire de leur cerveau, de comprendre comment est-ce qu'ils font les choses normalement, donc de s'asseoir avec un architecte, de dire maintenant il va falloir que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là, quelles règles tu as utilisées dans ton cerveau pour en venir à ce résultat-là. Est-ce que cette règle, c'est une règle de good practice? Donc en gros, est-ce que tu fais ça parce que tu es un bon architecte ou est-ce que tu fais ça parce que c'est une législation?
tout ce qui est, pour répondre à ta question spécifique sur la législation, sur tout ce qui est législation, réglementation, etc. Au début, on s'était dit qu'on voulait essayer d'utiliser des modèles de langage pour lire toute cette documentation-là et les digitaliser automatiquement. Il n'y a pas assez l'échantillon. En gros, toutes les réglementations qui s'appliquent au Royaume-Uni actuellement, c'est pas suffisant pour avoir un échantillon pour mettre en place ces modèles-là. Donc en fait, c'est pas si énorme que ça. C'est pas comme des contrats d'avocats ou de choses comme ça où là ça peut être appliqué. Et donc et c'est là aussi, donc, faire un parallèle avec l'épisode de Cédric dont on a parlé avant. C'est aussi sur ce domaine-là où on aimerait bien utiliser des outils low-code et no-code en se disant que surtout pour scale l'application et aller dans des juridictions différentes et des localisations différentes, et de dire nous on va travailler avec des partenaires, on sait qu'ils savent leur métier, on va vous présenter, donc on a une structure où effectivement on utilise ces règles-là pour l'algorithme et pour générer des bâtiments, ok, mais on va créer un front pour permettre à nos utilisateurs préférentiels de mettre à jour ces règles-là eux-mêmes, pour que ce ne soit pas nous qui soient responsables de cette mise à jour-là. Parce que, en fait, même si ça change d'une juridiction à l'autre, d'une localisation à l'autre, la structure est la même. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple extrêmement concret, dans les normes de sécurité incendie, on va limiter la longueur d'un couloir dans un immeuble résidentiel. Donc on va dire que ton couloir, si tu prends la porte d'entrée ou de sortie de ton appartement et l'entrée de ta cage d'escalier, il faut qu'il y ait une certaine distance en fonction des paramètres de ton bâtiment. Cette distance-là, elle va varier d'une juridiction à l'autre. Mais le fait qu'il y ait une distance réglementaire, ça, c'est partout pareil. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment une opportunité là de faire du low-code et du no-code pour outsourcer tout ce travail de fourmi, d'éplucher des documents, de les mettre à jour, etc., etc. Ça me fait penser, parce qu'on pourrait se dire que ce genre de règles, on peut l'appliquer partout. On peut considérer que s'il y a une règle de sécurité qui dit qu'en France, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 mètres dans un couloir, autant l'appliquer partout. Mais j'ai un ami qui a participé à la construction d'un hôpital à Stockholm. Et il a découvert une règle qu'il m'a partagée, que je trouvais assez intéressante. Il m'expliquait qu'en fait, que le nombre de personnes autorisées dans un ascenseur n'est pas le même selon les pays. Et c'est pas uniquement pour des raisons de sécurité, c'est aussi que la notion d'espace personnel dans chaque culture n'est pas la même. Et donc il y a des pays, on va te dire que non, là, on peut pas mettre plus de 5 personnes parce qu'on veut pas que les gens se touchent, en fait. Ouais. Là où d'autres vont dire, c'est bon, on peut en mettre 15, en fait, ça rentre. Ça serait si simple si le monde pensait de manière uniforme. Si simple. Mon boulot serait tellement facile. Pas tellement facile, mais beaucoup plus facile. Non, oui, effectivement, c'est... par exemple, mais même pas d'un pays à l'autre. Il y a des règles qui s'appliquent à Londres. Donc, par exemple... à Londres, autour ce qu'on appelle un corps, c'est là où tu as ton ascenseur, ta cage d'escalier, c'est la partie centrale de ton bâtiment. Une règle, c'est pas dans la loi, mais c'est good practice, c'est d'avoir 8 appartements par corps. Ça, c'est une règle à Londres, mais quand on va en Écosse, pas du tout. Ou même à Londres, tu as des councils différents. D'un council à l'autre, tu vas avoir des règles différentes, tu vas avoir des normes différentes aussi. Oui, donc ce qui rajoute du coup une complexité. Alors, j'entends que faire lire les règles à une IA, quelle qu'elle soit, il n'y en a pas suffisamment pour que ça puisse avoir un modèle. Dommage. Mais est-ce que parce qu'en fait, l'IA, on sait qu'elle apprend mieux avec des exemples. Est-ce qu'en lui fournissant tous les plans de construction de tous les immeubles de Londres, on pourrait lui permettre de savoir construire un immeuble à Londres? Ouais. Alors ça, je pense que c'est différent. Dans le sens, moi, je voulais utiliser un outil de langage parlé pour lire les documents officiels et extraire des règles qu'on puisse définir pour un ordinateur de manière automatique. Donc que ce ne soit pas un être humain qui lise toute la doc et qui se dise là, il veut dire ça, et donc ça correspond à telle règle-là. Là, ce que tu dis, c'est différent et c'est effectivement très, très intéressant. Il y a des outils qui font ça. Il y a des outils qui utilisent l'IA pour dire là, ton terrain, il est ici. En fonction de tous les autres immeubles qu'il y a autour, on pense que ça, c'est ça qui correspondrait. Et oui, effectivement, c'est très intéressant et je pense que ça va être utilisé. Nous,
on n'utilise pas l'IA de manière explicite, c'est-à-dire qu'on n'a pas un algorithme d'IA dans Tessa, mais toute la connaissance et la manière dont on a modélisé nos algorithmes partent de ça. Partent de dire qu'est-ce que ça veut dire parce qu'un algorithme, il ne sait pas si ton bâtiment il flotte dans l'air, par exemple. Pour lui, c'est pas un problème. Ou si tu mets, je sais pas, tes toilettes dans ta cuisine. Et il s'en fout. Et donc tout ça, c'est des règles de bon sens qu'il a fallu modéliser d'un point de vue algorithmique aussi. Alors du coup, justement, cet aspect algorithmique, est-ce qu'au final, vous n'avez pas... tu vois, Alors moi, j'ai fait beaucoup de sujets autour de l'IA. Ça me fait plaisir d'avoir enfin une personne qui vient ici et qui ne parle pas d'IA, limite, tellement il y en a eu beaucoup. Ouais, désolé. Est-ce qu'au final, l'approche algorithmique que vous avez eue, elle n'est pas au final assez proche d'un mini réseau de neurones, on pourrait dire, avec un ensemble de petits modules qui chacun va s'occuper d'une tâche précise en fonction de ce que d'autres peuvent dire, d'autres modules, et puis sortent un résultat... Oui, on peut faire ça. Je pense que c'est même plus simple que ça, hein, ce qu'on a fait. C'est notre algorithme, il est séparé en 3. Moi, je fais vraiment partie de la team. J'aime l'IA, j'aime la technologie d'un point de vue personnel, mais je fais vraiment partie de la team. On parle du domaine de la construction, où on est vraiment très très en retard. Donc nous, il y a plein de gens qui parlent de métaverse dans la construction, qui parlent d'IA, qui parlent de machin, ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc pour moi, je suis vraiment la team, on apprend à marcher avant d'apprendre à courir. Parce que là, on n'y est pas encore. On va y arriver, hein, je dis pas le contraire, et il y a des domaines d'application qui sont super, mais je trouve que l'IA doit aussi... bref, on va pas on va pas partir sur ce sujet-là. Mais oui, les algorithmes, les algorithmes qu'on a mis en place sont des algorithmes qui sont ma foi assez simples. Et on va partir sur l'optimisation, on va partir sur du machine learning. Donc oui, le machine learning, c'est de l'IA. Mais d'utiliser le terme IA maintenant, je trouve que c'est un peu... le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, tout le monde pense IA générative. Mais je pense que dans la population des personnes qui écoutent ce podcast, on sait qu'il y a d'autres types d'IA. Effectivement, le machine learning en fait partie. Mais tu vois, au final, est-ce que aussi ton outil, c'est aussi un peu une forme d'outil de recommandation qui fait partie de la catégorie des IA tu vois, sans aller fort, il n'y a pas que le réseau de neurones, en fait. Non, en fait, pour moi, il n'y a pas d'IA dans le sens où, à l'heure actuelle, notre algorithme n'apprend pas de lui-même. Il n'y a pas cet aspect génératif ou cet aspect itératif où tu dis, on fait un truc, on a un objectif, non, c'est pas bien pour cette raison, on va faire mieux. On n'a pas encore ce domaine-là. Donc, si tu veux, je peux t'expliquer rapidement. Notre algorithme, il est divisé en 3 parties. Au tout début, on va prendre le polygone qui correspond au site que l'utilisateur a défini. Comme tu as dit, on trace sur la carte, on prend le polygone. Le premier, vraiment très grande ligne, hein, très simplifié, ça va être de ce qu'on appelle la subdivision. Donc, ça va être de diviser ce polygone-là en utilisant un Oriented Bounding Box. Donc c'est un rectangle autour de notre polygone qu'on slash en 2 pour séparer en 2 et on va faire ça de manière récursive jusqu'à atteindre des parcelles suffisamment petites pour accueillir un bâtiment. Donc par exemple, si l'utilisateur définit un site qui est vraiment très très grand, on va le séparer en plusieurs parties. Après, on va avoir la partie la plus... Avec une prise en compte du relief déjà sur le terrain? Non, on n'a pas de terrain. Ça, c'est un truc... j'ai hâte aussi de travailler là-dessus. Le terrain, le challenge, il va pas être d'un point de vue utiliser les données une fois qu'on les a. Ça va être comment est-ce qu'on va trouver des données suffisamment, des données d'ampleur aussi large que Tessa, parce que Tessa marche dans le monde entier, même si les lois et la législation est au Royaume-Uni. Concrètement, tu peux taper une localisation n'importe où dans le monde et on a vision d'étendre à plusieurs géographies. Le problème, ça va être de trouver des données suffisamment précises de terrain pour pouvoir les utiliser. Bon, bref. Donc oui, donc ce que je te dis, subdivision. Le deuxième algorithme s'appelle le Skeleton Teller. Donc c'est sur nos parcelles que j'ai définies avant.
on va propager le squelette du bâtiment. Donc on va prendre une aiguille qu'on va positionner avec une direction, et c'est là où il va essayer tout un tas de manipulations différentes du squelette, et il va te dire ok, ça c'est ce qui va te permettre de construire le bâtiment le plus grand avec le plus d'appartements sur cette parcelle-là, et d'un point de vue global, c'est ce qui va te permettre de faire le layout, l'orientation la plus optimale pour ton site. Et après, la troisième partie, la troisième phase, ça va être juste du Monte Carlo. Et Monte Carlo, c'est de l'agrégation, donc on prend notre produit physique, et sur le squelette qu'on a défini au préalable, on va mettre à côté tous les appartements pour résoudre les contraintes de fire safety, de distance, etc. Et donc, c'est un algorithme de Monte Carlo assez classique. Et du coup, ce squelette, c'est quoi ? C'est la forme globale du bâtiment, ouais. Et après, du coup, tu le remplis d'appartements ? Ouais, donc c'est la forme du bâtiment, donc c'est le squelette vraiment du bâtiment. Donc par exemple, on va avoir un U, ça va faire un bâtiment U, un L, une ligne, etc. Et ce squelette-là, et donc il a des... Je simplifie, hein. Il connaît déjà les propriétés de notre produit physique, donc on sait quelle dimension il doit avoir pour qu'après le Monte Carlo il puisse le remplir d'appartements. Mais pour être plus rapide, au lieu de prendre l'appartement qui est quand même un objet qui est très lourd, et de les mettre les uns à côté des autres et de comme ça créer la forme du bâtiment, d'abord on crée la forme du bâtiment en abstrayant. Ouais. En abstrayant l'appartement, donc on fait juste la forme sur un modèle 2D, et après cette forme-là on va la remplir d'appartements. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de l'exécuter sur des cas extrêmes ? Est-ce que vous avez essayé avec Tessa de faire une maison pavillonnaire et d'essayer de générer le Burj Khalifa ? Oui, mais alors je dirais que l'extrême qu'on a, c'est on avait un utilisateur qu'on appelait le créateur de monde, parce que il utilisait Tessa et ses sites, c'était des villes entières. Donc le site qui est défini à la base, normalement, c'est une parcelle donnée. Enfin, on a aussi des données de cadastre, par exemple, ou l'équivalent de cadastre. Donc c'est à l'échelle d'un bâtiment. Lui, il voulait recréer des villes entières. Genre, tu définis tout Paris et Tessa doit générer une solution sur tout Paris. Donc là, ça prenait un peu de temps. C'était pas aussi rapide. Mais oui, effectivement, on l'a poussé comme ça. Pour des raisons de performance et des raisons de stabilité aussi. Moi, avant que ça soit lancé, toute la partie product, on faisait des choses qui jamais seraient construites. Et on a beaucoup amélioré nos algorithmes comme ça aussi, parce que l'algorithme, il faut lui apprendre ce que c'est un bâtiment qui est OK, un bâtiment qui n'est pas OK. Quand un architecte regarde ce qu'on appelle les design options qu'on génère, et qu'il dit... moi, la 1, ouais, c'est très bien. La 2, jamais tu ferais ça. Jamais tu construirais un truc comme ça. Et tu lui dis, ah oui, mais pourquoi ? Et il dit, je sais pas. Et donc c'est là, il faut chercher, il faut creuser, il faut essayer de dire, mais c'est quoi le problème ? Là, c'est trop long. Donc ce que je te disais, le coût du 8 appartements autour d'un ascenseur, toutes ces règles-là, c'est venu d'un point de vue itératif, où on a fait une première version qui était assez simple. On a demandé à nos utilisateurs types de tester et de nous dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et on itère jusqu'à ce qu'on ait un truc qui tient la route. Et du coup, si je prends effectivement une parcelle grande comme Paris, Tessa est capable de me dire, là, du coup, on va faire 12 000 immeubles plutôt que de me faire une grosse barre qui prend tout oui, bien sûr. Ouais. C'est pas un outil, ce qu'on appelle master planning. Donc, en architecture, quand tu as des très, très gros terrains, pas forcément sur l'échelle d'une ville, mais presque, il y a quand même énormément de réglementation d'un point de vue infrastructure. Donc, il faut créer les routes, il faut créer les transports, il faut créer les amenities, donc les écoles, les commerces, les choses comme ça. Tout ça, il y a énormément de réglementation pour le design de ville. Ça, c'est pas un truc qu'on fait. Nous, on est vraiment à une échelle en dessous. Donc, si tu fais un très, très grand terrain qui s'étale sur une surface qui est aussi grande que Paris, ça va te faire un arrangement de 1 million de bâtiments arrangés les uns avec les autres, où tu peux...
jouer sur des paramètres, tu peux créer des zones pour changer des choses, des trucs comme ça, mais ça va pas automatiquement te dire il va falloir que tu aies une route ici, il va falloir que tu aies un access point ici, une sortie ici, ça il va pas le faire. C'est pas encore SimCity, quoi, on n'en est pas... C'est pas encore SimCity. Mais alors, un jour peut-être. Hein. Du coup, justement, en fait, je pose la question parce que alors moi, SimCity, j'y ai beaucoup joué étant jeune, mais vraiment, je l'ai poncé, comme on dit, moi ce aussi, jeu. Mais beaucoup plus que les Sims. C'est bizarre, hein. Oui, mais parce que c'est pas le même jeu. Oui. C'est pas... Mais moi, je connais beaucoup de gens qui ont joué aux Sims, mais très peu qui ont joué à SimCity. Et du coup, à quel point... alors je me doute, enfin tu vois, SimCity bien sûr c'est pas un vrai jeu, enfin c'est pas la réalité pardon, mais à quel point est-ce que un outil comme Tessa pourrait à terme ou un outil comme, tu vois, est-ce qu'il y a un point de rencontre à un moment dans l'avenir entre des produits pas assimilés comme ça? Bah je pense que ta question elle est sur la plateforme end-to-end. Est-ce qu'on a pour but de... Donc, quand je t'ai expliqué les étapes de conception, c'est est-ce qu'un jour dans l'avenir, on va pouvoir créer une plateforme unique qui va pouvoir résoudre tous les problèmes de construction. Bah, moi, j'ai envie d'y croire. Je pense c'est pas tout de suite, mais moi, j'ai envie d'y croire parce que je pense que c'est là où on va trouver le plus de puissance et le plus de performance. D'un point de vue pour le bâtiment qu'on va construire après. Mais il y a plusieurs formes d'intégration. Nous, à l'heure actuelle, dans Tessa, c'est pas la route qu'on veut prendre tout de suite parce qu'il y a d'autres logiciels qui ont été conçus pour ça à la base et qui sont beaucoup plus avancés que nous. Et donc, moi, je dirais que si je veux faire quelque chose là-dedans, je préférais créer des liens de partenariat avec ces technos-là et me dire, travaillons ensemble, essayons d'intégrer ta techno et ma techno pour pouvoir offrir la meilleure expérience d'un point de vue utilisateur. Mais je trouve que le meilleur moyen d'atteindre le meilleur but possible pour l'utilisateur et pour la société, c'est de travailler ensemble. C'est pas que nous tous, de notre côté, on essaye de tout résoudre d'un coup. Donc nous, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de rester sur notre domaine d'application, qui est l'étude de faisabilité pour nos bâtiments-là, mais rajouter plus de produits physiques, donc plus de systèmes de construction différents pour apporter de la variété au design. C'est-à-dire que là, on est très sur des bâtiments résidentiels de plusieurs étages, donc des blocs de résidentiels. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir dire à un promoteur immobilier ou un architecte de dire est-ce que c'est pas mieux que sur ce terrain-là, tu fasses des student accommodation, un logement étudiant, ou un hôtel, ou une école, ou tout autre d'applications variées qui va faire que le marché d'utilisateurs de Tessa va pouvoir se démultiplier. Et il y a aussi l'aspect l'aspect géographique où pour l'instant on est au Royaume-Uni. On aimerait bien aller sur d'autres localisations qui ont le même état d'esprit pour, augmenter mais oui, ce qu'on essaye de créer, c'est un écosystème où on puisse mettre en relation la construction et la conception. Donc la construction par ses produits physiques et ses systèmes de construction, et la conception, donc c'est ce que nous on propose, et que ce process-là se rapproche le plus possible. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure à demi-mot que c'était un secteur qui n'était pas très informatisé aujourd'hui ou très, très, très à la pointe. Est-ce qu'il y a... est-ce que du coup aujourd'hui tout est possible dans ce monde-là, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de réticences? Est-ce que tu as des utilisateurs qui sont du coup très peu adeptes de ces... Ouais, il y a vraiment deux mondes dans la construction. On n'est pas les seuls, et je parle tous les jours avec énormément de gens on a la même philosophie, le même état d'esprit, le même désir, le même constat qu'il y a un problème. Non, le constat qu'il y a un problème, ça par contre, je pense que c'est assez uniforme. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, même très traditionnel, qui dise non mais le système en place est parfait, le processus en place est parfait, on n'a pas besoin de changer. Ça, j'ai pas rencontré. Donc tout le monde
se rend compte qu'il y a un problème, la façon de résoudre ce problème-là et de savoir qui est à l'origine du problème, ça, c'est quand même assez problématique. Donc, il y a des gens qui créent l'innovation et qui essayent de faire de casser l'industrie comme un Uber ou un Airbnb. Donc là, on fait partie de cette catégorie-là, de dire non, on veut essayer de changer le statu quo parce qu'il ne fonctionne pas. Donc on veut vraiment créer de l'innovation. Mais on doit travailler, comme je disais, avec les réticences au changement des utilisateurs. Il y a la partie au milieu qui dit on a un workflow, on veut garder ce workflow-là, mais optimiser chaque étape individuellement au plus possible. Donc il y a énormément d'outils qui vont régler un problème très spécifique dans toute cette chaîne-là, donc, au lieu de faire un truc end-to-end. Et tu as les gens qui sont... ouvrir Outlook, c'est compliqué. Et là, la conversation est difficile parce que même si quelque part, il y a une volonté à améliorer les choses, et il y a vraiment une volonté à se dire non mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut vraiment trouver une solution parce qu'il y a un problème de logement sur Terre. Quand pour eux, mon équipe de dev, c'est un peu de la magie noire, c'est très compliqué d'avoir des financements, c'est très compliqué de faire comprendre aux investisseurs que non, en 3 mois, je ne vais pas pouvoir te créer un logiciel. Au début, quand j'ai commencé et quand on a comme je t'ai dit, les premières lignes de code, c'était juin 2021. Ma deadline, c'était octobre pour faire un lancement commercial. C'est pas tenable. C'est pas possible. Surtout qu'on était 2 à l'époque, hein, donc voilà. Donc toi, t'as dû commencer à dev aussi à ce moment-là ? Non, moi j'ai jamais... Alors, j'ai jamais dev. Moi, ce que j'avais fait au début, c'était utiliser les outils en place pour faire du generative design, pour tester la solution, pour faire les premiers prototypes. Donc il y a un logiciel de CAO qui s'appelle Rhinoceros. C'est un logiciel de CAO qui est très utilisé, donc de modélisation 3D. Je pense qu'à la base, il avait été créé pour faire des bijoux, mais je suis pas sûre. Enfin bref, c'était un très bon logiciel. Et il y a un plugin qui s'appelle Grasshopper, qui est un outil low-code, no-code, où on peut faire glisser des composants sur un canevas, les lier entre eux, et ça fait du parametric design. Parametric design, c'est au lieu que ça soit moi qui te dise j'ai un cercle, on va dire moi je veux un cercle et je veux que ton paramètre il varie de temps à temps. Donc et il va créer tous les cercles entre ces... Donc ça, c'est du parametric design. Et le generative design, c'est on laisse l'algorithme tourner en introduisant un objectif. Et donc moi, au tout début, j'avais fait des tests sur Grasshopper, donc en utilisant des trucs qui sont déjà faits ou en faisant des petits scripts Python, en disant, j'ai des blocs, comme dans ton introduction, comme des Lego, des blocs de Lego. Je vais utiliser un algorithme de packing standard, donc pour avoir le plus de blocs possible sur ce terrain-là, et essayer de mettre en place ce processus-là pour essayer de voir si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas. Donc moi, c'était vraiment au tout début en me disant, mais est-ce que... donc déjà pour tester ce qui était disponible sur le marché, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un moyen d'arriver à la commercialisation beaucoup plus tôt. Donc d'utiliser... Donc c'était à l'époque où on n'avait pas encore défini nos technos. Et donc du coup, c'était de savoir est-ce qu'on fait une desktop app, est-ce qu'on fait une web application, est-ce que on fait un plugin sur un logiciel qui est existant ou est-ce qu'on est standalone. Donc tous ces questionnements-là. Et donc c'est là où j'avais un peu... Et aussi pour essayer de comprendre la dimension du problème. Pour essayer de comprendre, est-ce qu'on est un peu fou dans nos ambitions ou est-ce que vraiment on tient un truc. Mais moi, je me suis arrêtée là. Et la première personne que j'ai recrutée, quand on a eu l'investissement, j'ai recruté 2 personnes. J'ai recruté un expert en 3DS, donc dev, et un data architect. C'est les deux personnes que j'ai recrutées. Le data architect, les 2 sont toujours là d'ailleurs. Data architect, c'était vraiment d'un point de vue aider toute la partie produit physique à mettre en ordre leur data et de comprendre les demandes technologiques, et donc de dire il va falloir qu'on ingère
ces données Ouais. d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir les présenter d'une manière qui est intelligible pour un ordinateur, et aussi comment est-ce qu'on quelle est toute l'architecture de comment est-ce qu'on store cette data, comment est-ce qu'on la protège, etc. etc. Et mon lead 3JS, c'était pour créer les premiers prototypes de l'application web et les premiers algorithmes. Mais du coup, très orienté 3D quand même. Ah bah oui, c'est un bâtiment, donc ouais. C'est indispensable. Ah bah c'est indispensable. Tu t'as évoqué un instant que la différence entre le parametric design et le generative design, c'est que notamment le generative design va générer tous les cas possibles, c'est ça? Donc, c'est-à-dire que quand je dessine mon polygone sur un plan, votre algorithme va générer toutes les combinaisons possibles d'immeubles dans le... Alors, pour moi, parametric design, c'est juste, tu as un design et tu rajoutes un paramètre que tu peux modifier. Donc, par exemple, sur un logiciel de CAO, un logiciel de CAO, c'est tu vas faire de la modélisation 3D, donc tu vas créer un cube, et tu veux pouvoir changer la hauteur de ton cube, au lieu d'effacer et d'extruder, tu rajoutes ton paramètre et tu peux taper à la main, je veux que la hauteur de mon cube ça soit 5, 10, 15, et ça va automatiquement sans devoir recréer un tas de modèles différents de hauteur de cube. Ça, c'est parametric design. Le generative design, c'est de dire que c'est pas moi qui modélise, c'est moi, je pose le problème, j'ai tout un tas de paramètres tout un tas de paramètres qui peuvent varier, tout un tas de critères à respecter et un objectif à remplir, et je laisse l'algorithme trouver les solutions à ce problème-là. Ok. Pour terminer sur l'aspect technique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le plus gros challenge technique de Tessa, il se situe dans l'algorithmie ou dans l'ensemble de la donnée que vous avez aujourd'hui, dans le fait que vous l'avez, tout ce formatage, tout ce travail de mise en place, parce que j'imagine que vous avez quand même un set de données qui est quand même assez costaud, assez varié. Pour l'instant, ça va, vu qu'on abstrait pas mal de choses, mais effectivement, vu on va avoir un gros challenge au niveau des données quand on va rajouter de plus en plus de produits. Donc ça, c'est un peu ce dont on parlait. Donc ça va être un challenge, mais je suis pas inquiète. En fait, je suis pas inquiète, j'ai plus hâte. Mais effectivement, sur l'algorithme lui-même, on va avoir... je dis pas que les données, c'est pas un challenge. Vraiment, ça va être un challenge, et ça va être un challenge parce que c'est pas que dans notre contrôle à nous. C'est vraiment, on peut pas contrôler la manière dont d'autres boîtes vont développer leurs produits, et ça va, voilà. Donc c'est travailler avec les acteurs de la construction et faire énormément d'accompagnement. Donc ça, effectivement, ça va être un challenge. D'un point de vue algorithmie, c'est beaucoup plus notre problème à nous, et on a énormément de choses à faire. Donc on est très content de là où on était ça, mais on a une quantité d'idées pour se lancer dans l'optimisation, pour se lancer dans le machine learning. C'est hyper... j'ai hâte, quoi. Ouais. Et c'est quoi, du coup, le projet qui est dans les cartons, la prochaine feature, ce que vous essayez de... Ouais, alors là, en ce moment, en ce moment même, ce qu'on essaye à l'heure actuelle dans Tessa, l'état d'esprit, c'est d'automatiser 80% de la conception et de laisser les 20% supplémentaires libres à notre utilisateur. Donc c'est par exemple, on va dire, l'architecte qui va venir ou le promoteur immobilier qui va venir se loguer sur Tessa va remplir ses paramètres, va définir son site, va y avoir des options qui vont être générées automatiquement. Il va dire « Ah, celle-là j'aime bien, celle-là j'aime bien, ah oui, celle-là ok, mais par contre il y a cette petite chose-là qui m'embête, il y a cette petite chose-là qu'il faudrait que je rectifie. » Et donc il va pouvoir, d'un point de vue granulaire, interagir avec le modèle pour changer. Donc à l'heure actuelle, on peut changer la taille des bâtiments en post-processing, et sur le même bâtiment avoir des tailles différentes. Toutes ces fonctions-là, on va les démultiplier pour que l'utilisateur puisse par exemple dessiner lui-même son squelette, ou push and pull certaines parties du bâtiment pour pouvoir allonger ou réduire, ou même d'un point de vue granulaire, de rentrer, de dire là, au 2e étage, j'ai 2 appartements 2 pièces, je veux changer par 2 appartements 3 pièces, mais tout le reste ça me va. Donc pouvoir cliquer sur là et pouvoir changer. Donc cette flexibilité dans le design d'un point de vue granulaire, c'est ce qu'on est en train de travailler à chaud là maintenant.
Et d'un point de vue, donc ça c'est sur l'algorithme, on est aussi en train de travailler sur, ou de réfléchir très lourdement sur tout ce qui est collaboration. Et donc de pouvoir dire, j'ai un projet, il y a beaucoup d'acteurs autour d'un même projet. À l'heure actuelle, les projets sont par utilisateur, de pouvoir inviter... Donc ça, par exemple, c'est un très bon exemple de fonctionnalité qui n'est pas propre à un produit physique, c'est propre au produit général et ça va être disponible pour tout le monde. Ok, canon. Merci beaucoup Coraline pour cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. Ouais. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource ou un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Ouais, alors... je vais peut-être te décevoir, mais moi, je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de podcasts, mais pas du tout en lien avec mon boulot. Moi, j'aime bien faire une coupure. Donc, c'est vrai que je vais pas... mais j'ai peut-être deux recommandations. Une, c'est l'épisode 82, je crois, du podcast des couilles sur la table, qui s'appelle Geek, Trolls et compagnie. Et c'est un podcast qui parle... donc c'est en 2 parties et ça parle du cyberharcèlement, des problèmes de groupes masculinistes dans le numérique, de tous ces gens-là dans le numérique. C'est vraiment très riche et très intéressant. Et je pense que ça parle beaucoup aux gens qui nous écoutent, notamment avec les MeToo Twitch, etc. etc. Donc ça, si vous voulez y jeter une oreille, je recommande. Et après, pour finir sur un truc un peu plus léger, un peu plus festif, un peu plus Noël, c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que tout est un peu triste. Donc si vous voulez vous mettre du baume au cœur avant Noël, regardez la série Ted Lasso. Je sais pas si tu connais. J'adore. Mais vraiment, c'est la série Feel Good, c'est trop bien. Elle est vraiment top. Vraiment top. Très bonne recommandation. Alors juste pour information, on sera diffusé après Noël. On enregistre effectivement juste avant Noël, mais on sera diffusé après Noël. C'est pas grave, ça fait du bien quand même. Effectivement. Top. Et pour terminer, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, ça c'est une réponse, je suis obligée de dire tabulation parce que ma sœur, donc coucou Léa si tu nous écoutes, est une product designer de talent et elle est très très à cheval sur les problématiques d'accessibilité. Et donc d'un point de vue accessibilité, je suis obligée de dire tab. Très bien. Merci beaucoup Coraline. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, si jamais vous voulez construire un immeuble, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Tessa. C'est en tout cas un tas de problématiques qui sont super intéressantes et je trouve ça intéressant du coup de s'y frotter aussi un petit peu. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.